O să facem o vizită, o să vizităm turnul. Turnul de aici, de la Chartres. Cultura catolică se bazează pe vitrale, dar ce-i drept că sunt permisă vitralele de aici. Biletul costă 6 euro. Eu mi-am cumpărat biletul. Nici nu știu unde e. L-am aici. Am dat 6 euro. 7. Vai, îmi dau seama când mă așez, mă ia somnul. Mă așez, mă ia somnul. Présent quand même, hein. Mais après ça ira mieux, vous me comprendrez mieux. Bon, alors vous l'aurez compris, hein, on va aller vers le toit pour découvrir la charpente, mais on ne va pas monter par la tour nord, on va monter par la tour du transept. Ça c'est intéressant parce que dans notre tour, on peut s'arrêter à mi-hauteur et on peut voir des vitraux de l'extérieur. Wow. On est vraiment à 1 mètre de ces verrières, alors on voit... Comme elles n'ont pas été restaurées, on voit l'altération des verres, mais on voit aussi tous les éléments d'assemblage. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Ensuite, on va monter au-dessus, et à l'étage supérieur, on sera au niveau du toit. Alors là, il ne faut pas avoir le vertige, par contre, parce qu'on voit le sol quand même. Il y a des balustrades, mais on voit quand même un peu le sol. Donc, ça peut impressionner. Il faut être sûr de ne pas avoir trop le vertige. Ça va aller pour tout le monde. Bon, Ouais. Parce qu'on va longer la toiture sur tout le flanc nord pour regagner la tour nord. Et de cette tour, on va pouvoir accéder au-dessus de la voûte, à la plomb de l'entrée, là. Et c'est de ce point-là qu'on va découvrir toute la charpente qui couvre la nef. Voilà. Et après, on redescendra par la tour qui est là. Si vous ne êtes pas passé de gel hydroalcoolique à l'entrée, vous pouvez le faire là. Il y a une pompe qui marche avec une pédale, donc il n'y a pas de contact. Sinon, c'est pas la peine. En revanche, au retour, faites-le. Parce que là, on va être amené à toucher des objets que d'autres personnes auront touchés avant nous. Hein. Les balustrades, les rampes et tout ça. Donc, il vaut mieux se désinfecter les mains après la visite. C'est bon. Alors, on va se diriger vers le transept et on va tourner à gauche après les petites bougies qui sont là-bas. Venez. Gata, asta e un al doilea ghid turistic de pe acoperiș. O să vedem, cum se cheamă, frumoasele vitrale care sunt tocmai din perioada medievală. Asta e foarte fain. Și o să vedem și de sus. O să văd Chartres. De sus. Abia aștept. Am dat 6 euro. E mult mai ieftin aici, la Catedrala Notre-Dame costă 15 euro. Vizita. Da, suntem câțiva vizitatori. Avec plaisir. Alors, vous allez commencer la session et vous allez vous arrêter à la 4e porte. D'accord? Et on vous suit tous. Ça va. Merci. En route. C'est là. Combien scaliers sont là? De Creste? Je sais pas du tout.
Ah, je croyais que vous êtes aide de guide. Ah non, pas du tout. Parce qu'il vous avait laissé en face. La première porte, c'est ça non. Toujours pas de temps. Oh, j'ai pas compté cette fois. Une porte. Le coup, on s'arrête pas là. Ouais. Deja nu mai pot. Deux portes. Aia am blugi care mă strângi. Trebuie să fac față. Voilà. Normalement, c'est bon. Hai că am rezistat. Il n'est pas trop à l'angle, mais des fois, à un moment donné. Voia nu vă zic cum îmi bat inima. Ouais. Mais c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Une spirale sans fin, quoi. Hai cum îmi bat inima. T'as vu quand tu connais pas l'inspire, ça émeut, moi, ce genre de. Vraiment, quand t'es en haut d'un jour, t'as la vue, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parfait. Non. C'est lui Saint-Pierre. Wow! Stai că încep cu nebunie. Frumusețea nebuniei. Pardon. Wow! Păcat că nu putem vedea mai mult. Dar nu vedem mare lucru. Că asta e, wow. Băi, aici îți dai seama? Ia uite. Alors, là, il y a deux petits dangers quand même. Hein. Il faut que vous preniez garde à cette rigole là, qui fait tout autour de la salle. Hein, vous voyez, il y a un petit dénivelé. Là, on peut se tordre une cheville. Donc, méfiant. Il y a cette pierre tout au milieu, là. Donc, comme on va regarder plutôt vers le haut, attention, gardez à l'esprit qu'il y a une pierre au milieu, là. Et on est susceptible de trébucher quand même. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant de pouvoir on voit des verrières non restaurées, du coup, on voit toute l'altération, on voit que le verre perd sa transparence. On voit pas que ça, on voit aussi que le vitrail, ça n'est pas que du verre, mais c'est aussi beaucoup de métal. Vous voyez qu'il y a même un réseau métallique assez dense. Hein. Alors on le voit quand on est à l'intérieur, mais on est concentré sur l'image, du coup on ne fait pas attention. Là, comme on ne voit que ça, on voit qu'il y a trois métaux qui sont utilisés. Alors le métal principal dans le vitrail, c'est celui avec lequel on assemble les pièces de verre entre elles. Alors c'est un métal assez souple, tout ce qu'on voit là, est-ce que vous le savez? C'est du plomb. Voilà, vous avez tout un réseau de plomb, ce sont des baguettes, une forme de H, la lettre H, elle est basculée comme ça, le milieu ça s'appelle l'âme, et vous avez des ailes. On insère les pièces de verre entre les ailes et on resserre, voilà, ça maintient le verre. Hein. Il y a un deuxième métal qui est utilisé dans le vitrail, c'est celui avec lequel on fait les soudures sur le réseau de plomb. Mais ce n'est pas du plomb. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on utilise là comme métal? Exactement, ce sont des soudures à l'étain. Toutes les jonctions sont faites à l'étain. Et le troisième métal, c'est celui qu'on voit le plus là. C'est toute cette armature qui est en fer. Alors elle est très importante, hein. Ça s'appelle la serrurerie, ça. Très important parce qu'à cause de la souplesse du plomb, le vitrail risque de se déformer sous son propre poids, et ça pourrait entraîner des ruptures du verre. Alors c'est maintenu par cette armature très solide.
Elle paraît légère quand on voit ça, hein, mais pas du tout. En réalité, elle est très solide parce que de l'autre côté, à la hauteur de ces plaques-là, vous avez des grosses barres en fer sur la face interne, hein, qu'on appelle des barres lotières, qui sont de section carrée, aussi larges que ça, mais de section carrée. Donc, vous voyez, très solides, elles sont scellées dans les murs, et c'est sur ces barres lotières que repose le vitrail. Alors, avant de poser le vitrail, on fixe des boucles en fer qui sont là. Vous voyez, on les voit apparaître ici, sur les barres lotières, et après, on va poser le vitrail. Alors, on ne le pose pas d'un bloc, hein. On le pose sous forme de panneaux. C'est toute une série de panneaux. Alors, ça peut avoir des formes différentes selon les verrières, mais là, on voit que sur nos deux verrières, ici, on a des panneaux qui sont des petits rectangles, et on va donc tous les poser aux bons endroits, et ensuite, eh bien, on va ajouter ces plaques-là, on appelle des feuillards. Alors, on a fait des trous dans les feuillards, et on va passer les boucles en fer dans les trous, et les feuillards vont venir pincer les panneaux, et c'est ça qui va les maintenir. Bon, après, il faut que tout l'assemblage soit verrouillé, hein, pour que ça tienne. Alors, on le fait avec ces petites choses-là. Vous voyez, ces petites virgules en fer. Alors ça s'appelle des clavettes, ça. Vous voyez, on va introduire les clavettes dans les boucles en fer, on va donner un petit coup de maillet, et ça va bloquer l'ensemble. Donc vous voyez que ces petites pièces qui paraissent complètement secondaires, en réalité elles sont essentielles. Hein. Il faut qu'elles soient en parfait état, parce que c'est elles qui retiennent tout l'assemblage. Autre chose qui est assez intéressant là qu'on voit, c'est que vous voyez que les panneaux portent des numéros. Ouais, on les voit encore très bien sur certains panneaux. Alors ça, c'est la numérotation qui a été peinte juste avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on a numéroté tous les panneaux pour, éventuellement, si on devait démonter les verrières, qu'on puisse s'y retrouver au remontage. Hein. Alors on a numéroté les panneaux, mais on a aussi numéroté les vitraux. C'est-à-dire qu'on a peint des gros numéros à la peinture blanche au sol pour pouvoir s'y retrouver. Parallèlement à ça, on a construit des caisses en bois qui avaient des dimensions adaptées aux panneaux, justement, hein, et on a aussi apporté des échafaudages métalliques avec des colliers de serrage, très rapides à mettre en œuvre, hein, et à installer. Et tout ça, on l'a entreposé dans les toits, sous les toits des bas-côtés. Vous avez vu, il y a des grands toits là-haut, énormes. Hein. Vous savez peut-être qu'il y a plus de 2500 m² de vitraux hein, sur cette cathédrale. C'est le plus grand ensemble mondial de vitraux du Moyen-Âge. 12 jours, belle performance. Alors, les vitraux sous forme de panneaux, eh ben, on les a donc entreposés dans les fameuses caisses hein, en bois, des centaines et des centaines de caisses en bois. Tout ça a été extrêmement volumineux et on a laissé ça dans la cathédrale. Mais on a choisi l'endroit le plus sûr pour entreposer nos vitraux. Exactement. Ils ont été entreposés dans la crypte et ça pendant toute la guerre. Alors, toute la guerre, on a transporté vers le sud-ouest. On les a cachés dans des carrières souterraines en Dordogne, à côté de Périgueux. Et là, pour le coup, elles sont restées très longtemps. Hein. Elles sont restées jusqu'en 1945, jusqu'à ce que ce soit la paix partout. Hein. Et là, on a retransporté les vitraux vers Chartres et puis on les a remises, on les a reposés sur la cathédrale, évidemment. Alors, cette fois, pas en 12 jours, par contre. Là, on a mis 3 ans. Il a fallu 3 ans pour tout remettre, tranquillement, parce qu'en même temps, on a fait un grand nettoyage et aussi des opérations de restauration. Hein. Voilà, donc ça. Alors depuis, évidemment, elles ont été redémontées, nos verrières, mais jamais dans leur totalité. Hein, tranche par tranche, justement, au gré des restaurations, des opérations de restauration, jusqu'à très récemment. Hein, vous avez pu voir que, pour ceux qui passent régulièrement dans cette cathédrale, vous avez pu voir qu'il y avait des verrières qui étaient démontées, hein, les grandes verrières hautes, parce que des opérations de restauration, il y en a périodiquement. Ben, on comprend, hein, vous voyez que le verre a tendance à perdre sa transparence, il s'oxyde, donc il faut le restaurer. Hein. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que les verres, vous savez que le verre, c'est du sable, hein, c'est de la silice qu'on élève à très haute température, mais c'est pas que ça. Il y a des fondants aussi, hein, des éléments qu'on ajoute à la silice pour donner une qualité particulière au verre. Et dans les verres du Moyen-Âge, il y a énormément de chaux et de cendre aussi, de la cendre de fougère très riche en soude. Ça donne une qualité particulière au verre. Mais le problème, c'est que ces fondants, ben, c'est eux qui vont entraîner les altérations. Parce que ça va favoriser le développement d'une espèce de sel là, à la surface. Vous voyez, ça blanchit. En fait, c'est du gypse qui se développe à la surface du verre. C'est des réactions chimiques hein, qui se produisent avec ce qui est contenu dans l'air, mais aussi dans les eaux, dans l'eau de pluie. Hein. Et puis la pollution aussi a un effet sur l'altération. Donc il va falloir restaurer. Alors les restaurateurs vont tout démonter.
Donc, vous avez vu, ça c'est pas très difficile. Hein. Vous enlevez les clavettes, ça libère les feuillards, donc les panneaux viennent comme ça assez facilement. Bon, il faut un échafaudage. Hein. Pour le bas. Hein. Donc, eh bien, nos restaurateurs vont traiter ça dans leurs ateliers, évidemment, hein, et ils vont faire un traitement chimique hein, très léger à la surface du verre pour dissoudre le gypse et retrouver la transparence du verre. Il va y avoir toutes les autres opérations, évidemment. Hein. Il y a des verres qui ont été cassés, donc il faut les restaurer, les réassembler. Et alors, il y a un problème, c'est que le plomb, là, vous vous rappelez ces petites baguettes en forme de hache, le plomb, en vieillissant, il a tendance à durcir, il devient un peu cassant. Si bien que quand on veut libérer les pièces de verre, on est obligé de soulever les petites ailes et elles se cassent. Donc on ne peut pas réemployer ce plomb. On va le changer entièrement. On va le remettre totalement à neuf. Hein. Et alors ça paraît fastidieux, mais en réalité c'est très bien. Parce que ça va permettre quelque chose. Hein. Il y a un gros avantage à faire ça. C'est que puisqu'on doit remplacer tout le plomb, eh bien, on ne va pas remplacer celui qui a été ajouté après pour restaurer. Parce que vous voyez qu'il y a différents types de plomb. Il y a le plomb de sertissage, mais il y a aussi le plomb de casse. C'est du plomb, là, vous voyez, qui a été ajouté pour restaurer une pièce cassée. Vous voyez, là, vous aviez une pièce qui avait cette forme-là, qui s'est cassée, alors on a ajouté des petites baguettes supplémentaires de plomb pour réassembler. C'est ça, le plomb de casse. Puisqu'on doit remplacer le plomb, là, eh ben, on ne va pas remplacer ce plomb de casse, qui est très très présent, hein, vous voyez, il y en a partout. Hein. Si bien que là, l'avantage majeur à faire ça, eh ben, c'est que, vous voyez que le plomb de casse et le plomb de sertissage, on a bien du mal à distinguer les deux, c'est la même technique. Hein. Ben là, c'est un petit peu comme si on avait complexifié le dessin. En ne le remettant pas, celui-là, on retrouve le tracé tel qu'il était au moment où on a créé la verrière. Ça, c'est le gros avantage. Et le deuxième avantage, c'est que parfois, il est très dense et il est mal placé. Il peut être placé, par exemple, sur un visage ou sur un objet qu'on doit reconnaître pour comprendre la scène. Et on la comprend moins bien. Là, en ne le remettant pas, et en le remplaçant par des techniques actuelles, hein, qui sont totalement invisibles, eh bien, on retrouve toute la lisibilité de la verrière. C'est quand même très intéressant. Et puis accessoirement, eh bien, on va aussi beaucoup alléger la verrière. Parce que mine de rien, eh bien, tout ce plomb de casse qui a été ajouté, c'est des dizaines de kilos de plomb qui vont alourdir et affaiblir les vitraux. Là, on leur redonne le poids qu'ils avaient au départ, finalement. Le plomb de casse dont je vous parle, aujourd'hui, il est remplacé par des colles. Des colles à base de silicone qui permettent de coller le verre bord à bord, et c'est totalement invisible et c'est réversible. Ça, c'est très important. Hein, ça, c'est dans le principe de la restauration, c'est essentiel. Il faut toujours que ce soit réversible et qu'on puisse toujours distinguer les parties restaurées des parties anciennes. Ça veut dire que les petits morceaux qui avaient été assemblés, ça va rester les mêmes petits morceaux, les pièces ne vont pas être... Ah non, oui, alors il y a des petits réglages à faire évidemment, parce qu'il y a des petits interstices. Donc on a aussi des résines qui permettent de combler les interstices un peu trop larges, et sinon on règle de manière à ce que ça. Alors là où il y a des trous, on essaie de ne pas remplacer, parce qu'en réalité, c'est pas les verres en force, c'est les verres qui sont conservés. Quand ils tombent, ils se cassent, mais on les conserve, et lors de la restauration, on les mettra à leur place. S'ils sont cassés en quelques morceaux, ça va être très simple. Là, maintenant, vous le savez. Vous voyez, il y a une paroi derrière. Ça protège une structure métallique en même temps. Ah bah oui, alors là c'est idéal, hein, parce que non seulement ça protège des intempéries, ça protège la structure métallique, il n'y a pas de contact, donc il y a une circulation d'air entre les deux parois, si bien qu'il n'y a pas de condensation, parce que l'humidité c'est aussi l'ennemi hein, du verre et des vitraux. Hein. Et puis c'est très épais, c'est entre 5 et 6 mm d'épaisseur. Donc là, ça va offrir une protection mécanique. Hein, s'il y a des chocs, eh ben, il faut y aller hein, pour abîmer le thermoformage et que ça atteigne la verrière qui est derrière. Elle est très fragile, mais le thermoformage, non. Est-ce que ça va? Et du coup, là, le fer et le pot, Les structures métalliques, hein, parce que c'est soudé au... Alors, c'est soudé aux intersections du réseau ouais. de plomb. Et quand il y a une dépoussée, du coup, eh ben, le verre va pouvoir le panneau va se déformer très légèrement, pas assez pour casser le verre, mais suffisamment pour ne pas, pour éviter les ruptures du verre autour des fixations. Si on avait mis des attaches rigides, par exemple, eh ben, là c'est le verre qui aurait cassé. Or là, ce sont les attaches qui vont se déformer. Hein. C'est pour ça que c'est du plomb comme ça, tortillé. Trop bien. C'est bon? Ouais. Eh bien écoutez, on va au-dessus. Et puis on va aller au-dessus alors.
Nu mai pot. Dar mă bucur că vizitez. Waouh, waouh! Je peux pas m'obtenir. Pardon? Je peux pas m'obtenir. C'est magnifique. Waouh! Quelle bijouterie. Pourquoi ils sont deux différents? Ah ah! Mystère! Ils font une autre visite. Eh ben, essayez de deviner. C'est époque différente? Oui, exactement. Ben voilà. Style gothique et style roman? C'est vrai? Wow! Și nu am citit nicăieri. Wow! Wow! Un café ici, c'est magnifique. Vai, dar ce faine! Doamne, ce superbissimo e! Se vede tot Chartres de aici, fraților. Deci aici se vede Chartres. Wow! Bon, bah, comme mademoiselle l'a deviné tout de suite, eh ben, on a deux flèches. J'ai pas lu nulle part. Elles ne sont pas de la même époque. J'ai pas lu nulle part. Non, mais vous l'avez deviné, c'est bien. Elles ne sont pas de la même époque, il y en a une qui est du 12e, la plus ancienne, c'est celle qui est à gauche, la flèche sud. Elle est contemporaine de la tour qui est en dessous. C'est-à-dire qu'on a construit la tour et la flèche d'un trait, d'un jet. Jusqu'à la pointe. Alors que celle qui est devant nous, la tour nord et la flèche nord, eh bien on voit bien qu'il y a une rupture dans cette construction, parce que la partie inférieure est du XIIe siècle, donc la même époque que l'autre côté, mais la partie supérieure, pas du tout, elle est du XVIe siècle. Et si c'est comme ça, c'est parce que quand on a construit la tour nord, on ne l'a pas terminée par une flèche. On l'a terminée par une toiture avec une charpente en bois et une couverture en plomb. D'ailleurs, on l'appelait le clocher de plomb. Et puis, eh ben, début 16e siècle, début 16e, en 1506 exactement, eh bien, la toiture a été frappée par la foudre, elle a brûlé entièrement. Et on a demandé à un maître maçon de venir reconstruire, alors non pas une toiture, mais une flèche cette fois. On va faire appel à Jean de Beauce. Jean de Beauce, eh ben, il travaille début 16e, donc là c'est l'époque gothique. Donc il va construire une flèche gothique. Mais c'est la toute dernière période du gothique. Vous vous rappelez comment on l'appelle ce gothique? Flamboyant. C'est du gothique flamboyant. Alors, la caractéristique du gothique flamboyant, c'est que ça porte un décor très très fourni. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de décors en pierre. Et c'est un décor qui est fait à partir de deux motifs principaux, la courbe et la contre-courbe, qui fait que ce soit à 5100 kg en fait. Et donc elle est très volumineuse, elle occupe presque tout l'espace là-haut. Et puis, elle a une autre particularité, c'est qu'elle est civile, donc elle n'a pas reçu la bénédiction dont on parlait tout à l'heure, c'est bien qu'elle n'a pas de prénom. Alors il y a quand même une appellation, hein, quand on parle de cette cloche, on la nomme, mais pas par un prénom, on l'appelle le timbre. Alors le timbre, c'est le souffle, mais c'est pas que ça. Un timbre, c'est un type de cloche. Un timbre, c'est une cloche qui n'est pas mise en mouvement. C'est une cloche immobile qui n'a pas de battant, et donc on la fait sonner autrement. Comment on peut faire sonner une cloche qui n'a pas de battant? Exactement. On la frappe par l'extérieur avec un énorme marteau. Voilà. C'est le principe de ce timbre. Donc là, en l'occurrence, à Chartres, c'est une frappe en lâcher. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui soulève le marteau et qui le lâche sur la cloche, si bien que ça fait un son qu'on entend dans toute la ville. Assez puissant finalement, mais en même temps il n'est pas du tout agressif, hein. Il est légèrement feutré à cause de ce type de frappe. Voilà nos cloches, que vous ne pouvez pas voir, d'abord parce qu'on n'ira pas vers le haut, hein. Là on est au niveau le plus élevé auquel on peut aller aujourd'hui, mais en plus on ne peut pas les voir parce qu'elles sont masquées par quelque chose.
Venez, on va avancer un petit peu pour voir Qu'est-ce que ça représente le gargouille, s'il vous plaît? Vous pouvez nous dire? les gargouilles. Alors, les gargouilles, c'est d'abord, c'est un élément technique. Ça sert à éloigner les eaux des murs. Hein. Les eaux de pluie, il faut éloigner l'écoulement des eaux de pluie des murs pour éviter que ça n'endommage la base des murs. C'est qui a fait ça? Violer le duc? Ah non. Non? C'est pas violer de l'eau. Ok. Il est venu, mais il n'est pas intervenu. D'accord, ok. C'est parce que ça ressemble avec cathédrale Notre-Dame de Paris, les gargouilles. Il y en avait au Moyen-Âge. Non, mais c'est le même principe. Mais ça ne ressemble pas. Ah, d'accord, ok. Merci. Oui, mais après ça, il a fait cathédrale Notre-Dame de Paris. Je croyais que c'est violer le duc qui a intervenu. Il est arrivé. Wow! Oh my God, que c'est magnifique. Il va tomber après. Oh my goodness. Oh my God, mamă, ce mișto e. Wow. Yes, pardon. Mamă, ce tare e. Vai, ce tare e. Wow. Il y a quelque chose de bien plus lourd que la charpente. Non. Dans la structure de l'édifice. Cercle de boutons. Non. Souvenez-vous, quand on est dans la cathédrale, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tête? Arc de boutons. Non, ils sont là. La pierre. La voûte. Il y a une voûte en pierre. Voûte. Et la voûte à Chartres, elle est très épaisse. Elle fait entre 40 et 60 cm selon les Bilele alea care e zone centrale, de aia întreba. des poussées de chaque côté. Alors ici, vous avez vu que nos arcs-boutants sont quand même très spéciaux. Hein. Ils sont plus compliqués que dans d'autres cathédrales gothiques que vous avez pu voir. Il y a quelque chose en plus ici. Vous voyez ce qu'il y a en plus? Oui, J'ai entendu, monsieur. Il y a des colonnes. oui, Il y a des colonnes comme des rayons sur une roue. Alors c'est beau ça, hein, mm, mais c'est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour rendre les arcs-boutants plus efficaces parce que ici on avait besoin, on ne pouvait pas se satisfaire des arcs-boutants habituels, hein, suffisants. Ici, la voûte est très lourde pour la raison dont je vous parlais, hein, son épaisseur, mais pas que ça. Ça, vous le savez peut-être, hein, la cathédrale de Chartres possède la nef centrale la plus large de France. Elle est énorme. Elle fait 16 mètres de large. Et donc, cette grande largeur crée une portée très importante. Et ça va augmenter les poussées de chaque côté. Donc, voilà pourquoi il a fallu trouver une idée pour rendre les arcs-boutants capables d'absorber des poussées aussi fortes. Et alors, l'idée, c'est ça. C'est faire ces colonnes-là, elle crée une liaison, vous voyez, entre l'arc médian et l'arc inférieur. Et cette liaison, elle va donner une deuxième fonction à l'arc qui est au-dessus des colonnes. Sa première fonction, on l'a dit, hein, il va absorber les poussées, il va les diriger vers la grosse construction qui est au bout. Ça s'appelle la culée. Et à partir de la culée, les poussées sont dirigées vers le sol, elles sont verticalisées avec la masse de pierre. Hein. Mais sa deuxième fonction, hein, celui-là, c'est que grâce à la liaison qui a été faite, il va appuyer sur le niveau inférieur pour l'empêcher de se soulever. Parce que quand vous avez une poussée très très forte dans ce sens-là et une retenue à l'autre bout, là on comprend hein, que le matériau est tellement comprimé qu'il va avoir tendance à se soulever et les arcs pourraient même se rompre vers le haut comme ça. On peut le faire chez soi avec une baguette de bois, hein, on appuie de chaque côté, elle va se tordre et à la fin elle va se casser. Mais là c'est impossible. Vous avez tout le poids du deuxième arc qui empêche le soulèvement, donc ça tient parfaitement. Tout ça avec la nécessité de faire quelque chose d'assez ouvert. Parce que vous voyez bien qu'entre chaque arc-boutant, il y a des vitraux. Et il fallait faire quelque chose de suffisamment ouvert pour que la lumière atteigne les vitraux et les éclaire. Donc c'était un savant dosage entre la solidité, l'efficacité et l'ouverture. Bon là on voit quand même qu'ils ont... elles sont plutôt massives quand même. Elles sont très belles mais elles sont massives. Et puis alors quand on regarde dans le détail, on voit que chacune des colonnes, vous voyez la base
le la partie centrale et puis le chapiteau de chacune des colonnes. Si je savais, je ne demandais pas. Hein. Bonjour, cuivre. Ouais, que c'est magnifique. Wow. Deci Deci văd Parisul, Chartres. Văd Chartres. Ce tare e. Vreau de acum în fiecare weekend să vizitez câte un punct turistic din Franța. Azi am vizitat de dimineață Chartres și uitați ce frumusețe e Chartres. Suntem pe Chartres. 17 octombrie 2021. Vai, dar ce faine, vai, dar ce faine. Suntem câțiva turiști. Vai, ce faine. Vai, dar ce bijuterie e. E wow. Ia uite. Cu cât mă apropii, nu mai văd. Vai, dar ce tare e. Ce tare să-mi scriu și eu numele ca toți proștii. Vai, ce tare e. Pardon, eu n-am nicio treabă. D'une construction qui n'est pas terminée. Et en fait, on était en haut d'une tour, donc il manque la partie supérieure. Ça, on s'en rend bien compte là. Hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette cathédrale devait posséder 9 flèches, et elle n'en a que 2, donc il en manque 7. Voilà. Pardon? On va lancer une souscription pour les 7 derniers. Non, là maintenant, ça se fera plus maintenant. Ça sera plus. En revanche, on n'a pas eu les moyens à l'époque de construire les flèches, mais les tours, ils sont tous. Quand on circule autour de la cathédrale, on voit qu'il y a toutes les tours. Il y a celle-là, il y a la même du côté du portail nord, il y a les mêmes aussi. Il y en a une de chaque côté. En fait, oui, c'est pour l'équilibre structurel de l'édifice, la solidité. Si on n'avait pas construit les tours, la cathédrale n'aurait pas tenu. Vous voyez, si on prend l'exemple de celle-là, on comprend très bien. Là, le projet prévoit une tour à cet endroit. On n'a pas les moyens de la construire. Si on ne la construit pas, puisqu'on prévoit une tour, il n'y a pas d'arc-boutant à cet endroit. Sans arc-boutant ni tour, le mur ne peut pas tenir. Hein. Il va s'effondrer vers l'extérieur à cause du poids de la voûte qui est à l'intérieur. Donc, on va construire cette tour juste en haut du mur. Elle va faire office de contreforce. Donc, elle va absorber les poussées. Tout ça va tenir. Donc, elles sont toutes construites dans cette optique de stabilité. Tout à l'heure, avec monsieur, on parlait de Beauvais. La cathédrale de Beauvais qui ne tient pas, vous savez, il y a plein d'éléments métalliques qui la consolident parce qu'elle n'est pas stable. Elle s'est déjà effondrée en partie une fois et elle n'est toujours pas stable. Et bien, je ne sais pas si vous la visualisez, mais cette cathédrale n'a pas de nef. Vous lancez les souscriptions. C'est différent pour tenir, pour pas tomber. Hein? Ah non, je suis sûr que c'est son bon niveau. Non, mais d'abord un mur, pas comme en dessous, un mur d'abord, et puis après... Eu cred că în 20 de minute trebuie să fiu la gara. Les fenêtres sur les quatre faces. Mais sur une face... Elle est restée dans son état de... Et bien c'est tout. Ces fenêtres, à l'époque, elles devaient bien vers l'extérieur. Voilà pourquoi elles sont là. Parce que la cathédrale romaine est plus basse, c'était l'extérieur à peu près. Mais ça n'a pas duré parce qu'en 1194, la cathédrale romaine a été détruite à son tour par un incendie, sauf qu'on venait de reconstruire. Donc, tout le massif ouest a résisté, alors on l'a conservé. Et on a reconstruit la cathédrale romane sur la crypte de la précédente cathédrale. On a gagné tout le temps. On a pu reconstruire la cathédrale en moins de 30 ans. Mais alors, elle est tellement plus haute cette nouvelle cathédrale, cette endroit, que ces fenêtres sont totalement visibles. Maintenant, c'est plus l'extérieur. Depuis la nouvelle cathédrale, c'est la réponse des toits. Il a fallu modifier cette partie-là, la galerie. On va passer par la fenêtre pour aller voir le parcours de l'île. S'il vous plaît, monsieur, une question. À quoi ils servent tous les trous comme ça Ah ben ça, ce sont des clés de voûte. Les clés de voûte, c'est l'élément essentiel de la voûte.
c'est la pierre qui fait tout, vers laquelle convergent toutes les poussées de la voûte. Si bien qu'il faut qu'elle soit très solide et toujours en bon état, cette clé. Alors, généralement, c'est une pierre. Et là, dans cette cathédrale, ce sont des, bien la cathédrale d'ailleurs, ce sont des anneaux. Alors ça a un gros avantage, ça, sur le plan technique. C'est que, puisqu'on doit s'assurer en permanence que cette pierre est en bon état, et bien si c'est une pierre, il faut faire un échafaudage très haut pour aller voir son état, pour s'assurer qu'il est toujours en bon état. Quand c'est un anneau, il suffit d'aller à l'étage au-dessus, d'ouvrir le bouchon de la clé de voûte comme on a vu dans notre salle, vous avez la pierre au milieu, là, c'est un bouchon. On le desselle, on l'ouvre, et ça permet de vérifier très facilement l'état de la clé. Hein, on peut détecter la moindre fissure dans la pierre, c'est très simple, sur le plan technique de s'assurer de la solidité des clés. Et, ben, De très gros travaux. et ça arrive de temps en temps? Oh, charpente! Oh! Oui, c'est magnifique le charpente. Vai, ca și cum am merge la catedrala Notre-Dame. De quel siècle il est cette charpente? Ah donc je vais vous le dire. Wow! Regarde le charpente. Wow! I'm not French, I don't. Me too, I'm not French. Where are you? Look, I'm from Romania, I'm vacation. Ihai se Magda. Alors, je pense que là, vous avez tous compris très vite que vous n'avez pas sous les yeux une charpente en bois. Elle est métallique. Elle est métallique parce qu'il y a eu un incendie ici qui a détruit la totalité de la charpente médiévale en 1836. Exactement le même scénario qu'à Paris il y a 2 ans. Hein. Oh! Un incendie qui a, vous voyez, qui a détruit assez rapidement finalement. Le feu s'est propagé très très vite. Et en plus, ça se passe dans les mêmes circonstances. Hein, vous vous rappelez qu'à Paris, il y a 2 ans, ça se passait pendant des travaux de restauration. Hein. Oui. Et ici aussi. En 1836, on était en train de faire des travaux de restauration de la charpente et on faisait aussi des réparations sur le toit, qui était en plomb. Deci ăsta e din fier. Ça, on a donc fait venir des Materialul plombiers este din fier, qui devaient faire chauffer acoperiș. leurs outils pour travailler sur les plaques de plomb. Et donc, dans un espèce de brasero, en fait. Hein. Et il y a un jeune plombier qui a laissé une braise s'échapper du brasero, ça a pris feu. Et le feu s'est propagé tellement Fost rapidement que les au avut același incendiu ca la Notre-Dame. Alors, ils sont venus ici, ils ont quand même fait des relais avec leurs différentes pompes. Ils avaient un matériel un peu rudimentaire quand même par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Et bon, ils ont compris que ce n'était pas la peine, il valait mieux se concentrer sur autre chose, notamment sur les toitures basses. Il fallait absolument pas que ça prenne feu à cet endroit, parce que le feu se serait communiqué dans la cathédrale. Alors que là, on pouvait espérer que la voûte en pierre si épaisse protège la cathédrale de l'incendie. Alors, c'est ce qui s'est produit, hein. Il y a eu assez peu de dommages dans la cathédrale, mais il y en a eu quand même parce que le plomb de la toiture a fondu, et il s'est écoulé le long des murs à l'extérieur, mais il a aussi traversé les clés, puisque, hein, vous vous rappelez, elles sont annulaires, elles sont creuses, donc le plomb s'est déversé par là et s'est répandu au sol dans la cathédrale. Donc là, il y a quand même eu des travaux de restauration, mais assez minimes par rapport à ce qu'il faudra faire à Paris. Vous avez vu qu'à Paris, les travaux sont colossaux, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de bien pire qu'à Chartres à Paris, c'est que la voûte n'a pas tenu. Vous avez vu, hein? Alors, Oui. vous vous rappelez pour quelle raison elle n'a pas tenu, cette voûte? Exactement. Il y avait une flèche construite par Viollet-le-Duc, au Siècle 19e. 19e. Oui, oui, Et vous vous rappelez qu'elle s'est embrasée et en s'effondrant, oui, elle a entraîné l'effondrement de la voûte. oui. Toute la croisée, une partie de la nef, hein, enfin les dommages sont énormes. Hein. Le coq, il était sauvé. Pardon? Le coq, il était sauvé de Oui, exact. restaurateur de base C'est vrai, de ils l'ont là-bas. retrouvé dans une rue. Oui. Vous avez raison. Bon, ici, il n'y avait pas une flèche aussi haute qui a entraîné l'effondrement de la flèche, de la voûte. En revanche, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à Paris, on a craint, en fin d'après-midi, là, que les beffrois de charpente prennent feu.
Oui. On a dit si jamais les beffrois de charpente prennent feu, les cloches vont tomber, et si elles tombent, elles risquent d'entraîner l'effondrement du clocher. On a même dit qu'on se donnait 1h30 justement pour savoir si on pouvait sauver la façade. Peut-être même la façade ouest s'effondrerait. Donc ils ont placé des hommes pour empêcher la propagation du feu dans les beffrois de charpente, et ils ont réussi. En revanche, à Chartres, en 1836, ça s'est produit. Les beffrois de charpente ont pris feu et les cloches sont tombées. Alors, elles n'ont pas entraîné l'effondrement du clocher, bien évidemment, parce que d'abord, elles ne sont pas tombées au sol, elles sont tombées juste en dessous, de quelques mètres seulement, mais c'est du bronze, les cloches. Et du coup, elles se sont cassées en morceaux. Le bronze, c'est très cassant. Et donc, il a fallu les refaire. Nos cloches, elles ont été refondues après la reconstruction de la charpente. Elles sont pas tellement anciennes, du coup. Elles sont du 19e, elles ont été refondues en 1840. Et puis 1845 pour celles qui sont au-dessus. Sauf une. Il y a une cloche qui a survécu à l'incendie de 1836. Une seule. Est-ce que vous devinez laquelle? Emmanuel. Non, il n'existe pas Emmanuel. À Cathédrale Notre-Dame, c'est Emmanuel. Ah non, mais ici à Chartres. Ah, ici, pardon. La cloche civile. Exactement, la cloche civile. C'est la cloche civile qui a survécu. Le timbre. Exact. Alors le timbre. Vous avez une idée, j'imagine, de la raison pour laquelle il a été sauvé. Comme il est fixe, peut-être qu'il était mieux fixé, non? Alors non, c'est surtout sa position qui l'a sauvé. Vous vous rappelez qu'il est tout en haut. Et du coup, les flammes n'ont pas atteint le beffroi de charpente, et donc notre timbre, il n'a pas bougé. Et il est toujours là. Et il est là depuis le début. Il est contemporain de la flèche. Il a été fondu en 1520, ce timbre. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ça fait 501 ans qu'il est là, qu'on l'entend du matin au soir. Toutes les heures, toutes les demi-heures, c'est extraordinaire ça. 501 ans. Alors, pour la charpente, très très vite, on n'a pas fait comme à Paris. À Paris, on a tergiversé 1 an et demi avant de savoir ce qu'on allait faire. Ici, au bout de 2 mois, on avait décidé que ça serait métallique. On voulait une structure qui soit à l'époque du feu. Cet incendie était un tel traumatisme qu'on ne voulait pas que ça se reproduise. Donc, métal. Et puis, on a décidé qu'on utiliserait une technique à la pointe du progrès, quelque chose de très innovant. Et on a décidé d'utiliser un alliage, c'est de la fonte. Ce que vous voyez est en fonte. Et on peut fabriquer les pièces en série. Alors vous voyez là, ce sont des centaines de fois la même pièce en réalité. Il y a des petites variantes quand même, mais parce qu'en bas, elles sont un tout petit peu différentes, et puis en haut aussi. Donc avec 3 types de moules, on a pu lancer la production et construire la totalité de la charpente, enfin produire la totalité des pièces métalliques. Alors là, il y a 2 avantages à faire ça. Il y a un avantage sur le coût financier, mais aussi un avantage sur le temps. On peut le faire beaucoup plus rapidement que si on devait faire les pièces les unes après les autres. Alors là, on a mis 4 ans pour tout refaire. 4 années pour la structure fonte et la couverture. Donc c'est très court quand même pour un tel chantier.